Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de Questions d'État, votre nouveau magazine d'actualité. Je vous l'ai dit, qui va se pencher sur différents secteurs d'actualité ici en République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique et à travers le monde. Questions d'État que vous suivrez désormais toutes les semaines sur différents médias de la place. Aujourd'hui encore, pour ce deuxième numéro, nous allons parler de la question sécuritaire essentiellement. Après le premier numéro que vous avez certainement suivi avec le député national du MLC, Fidel Babala, nous recevons pour vous ce soir Chérubin Okende. Il est président d'un parti politique, le Front des socialistes indépendants républicains, FCIR. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir pour ce deuxième numéro de Questions d'État. Vous faites toujours partie de la majorité présidentielle. Tout à fait. C'est aussi une légitime fierté pour nous que d'être reçus dans Questions d'État. Merci. D'autant plus que nous nous évertuons nous-mêmes à être au diapason de véritables hommes d'État dont le Congo a grandement besoin, et notre parti, le Front social des indépendants républicains, s'évertue également à former de véritables hommes d'État. Dénomination de votre parti a été choisie pour montrer peut-être cette proximité avec la population, les questions sociales essentiellement. Est-ce que vous pensez qu'une année après les élections aujourd'hui, le social du Congolais tient la route ? Non, pas encore, pas du tout. Il faut être correct avec le peuple congolais. Nous sommes dans la majorité présidentielle et à la suite de Joseph Kabila, il y avait un projet de société qui intégrait aussi des dimensions sociales. Parmi les grandes priorités, il faut le dire. Parmi les grands chantiers, il y a le chantier du social, mais à ce jour... Qui pour beaucoup ne marche toujours pas. Voilà, il faut avouer que le pari du social n'est pas encore atteint. Il faut combien de temps? La RDC vient d'être classée lors du dernier rapport IDH 186e sur 186. C'est pas reluisant pour la RDC. C'est lamentable, mais je crois qu'il va falloir que le gouvernement de la République, auquel je ne fais pas partie malheureusement, qui doit mettre tout en musique pour atteindre... Vous pensez que ce géant va vraiment se relever? Est-ce que ça ne demeure pas une chimère pour les Congolais? On parle du PIB qui est en hausse, mais le ventre du Congolais crie misère. C'est possible de pouvoir relever ce défi du social, quitte au gouvernement de calibrer son action, qu'après l'embellie du cadre macroéconomique, il faut plus s'apaisantir sur le social. C'est possible. Vous parlez d'embellie, ça veut dire que pour vous, le gouvernement a quand même des points positifs. Une année après, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont faites? Il faut que nous ayons le sens de l'évaluation et une évaluation sans complaisance. Notre pays a été totalement détruit. Toujours l'éternelle excuse. Nous étions au fond du gouffre, mais il faut commencer quelque part. Il faut engranger aujourd'hui des efforts qui puissent nous amener à sortir du gouffre. Mais j'ai l'honnêteté de reconnaître que sur le plan social, il n'y a pas encore beaucoup de défis de déjà relevés. Donc c'est un effort que le gouvernement doit déployer. Vous pensez qu'il faut combien de temps? C'est un mandat de 5 ans. Là, on est en train de courir. Oui, en termes de temps, je ne saurais pas évaluer, mais si j'étais Premier ministre, j'aurais pu recadrer mon temps avec un chronogramme bien précis. Vous pensez qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut? Je ne dis pas cela, mais je crois qu'il y a une efficacité renouvelée qu'il faut impulser dans l'action gouvernementale. Chérubin Okende, ce soir, nous allons parler essentiellement de la question sécuritaire, autant à l'Est qu'à travers toute la République démocratique du Congo. Pour cela, je vais inviter les téléspectateurs à suivre le résumé que nous avons fait justement de cette situation actuelle ici en République démocratique du Congo. On se retrouve tout de suite. Les conclusions de la dernière conférence des gouverneurs organisée à Kananga et présidée par le chef de l'État Joseph Kabila ont fait état d'une situation sécuritaire stable en République démocratique du Congo, sauf au nord Kivu, au sud Kivu, dans une partie du Katanga et de la province orientale. Des conclusions qui se veulent rassurantes mais qui néanmoins n'arrivent pas à dissiper les inquiétudes. Voilà maintenant de longs mois que la RDC est secouée par le mouvement rebelle M23, s'appuyant sur des revendications au sujet des accords signés jadis entre le gouvernement congolais et le CNDP. Ces groupes armés, accusés d'être les marionnettes des pays voisins dans le Rwanda, ont semé la mort dans l'est du pays, provoquant le déplacement massif des populations encore en errance et dans une situation humanitaire désastreuse. Sans compter le taux sans cesse en croissance de viols de femmes utilisés comme armes de guerre dans cette partie du pays. Pour tenter de mettre fin à ces combats, voilà ouvertes les assises de Kampala en Ouganda qui ont donné lieu à la signature d'un accord cadre à Addis Abeba entre plusieurs États. Un accord dont les fondamentaux sont la non-ingérence dans les affaires internes des États et le refus de soutien à tout mouvement rebelle mettant en danger l'un d'eux.
Beaucoup de scepticisme cependant quant au respect de ces accords. Vont-ils aboutir à une paix durable en République démocratique du Congo? C'est peut-être ce qui explique les rencontres multiples entre le chef de l'État congolais et ses pairs africains, Denis Sassou Nguesso, Dos Santos, Jacob Zuma, Yoweri Museveni et même Paul Kagame, principal acteur sans nul doute de la situation. Pendant ce temps, rien n'a empêché les leaders du M23 de continuer à semer la désolation. Ils n'ont pas hésité, après scission de leur mouvement de frange dans l'aile Sultani Makenga et l'aile Bosco Ntaganda, à combattre sur le sol congolais, mettant une fois de plus en péril la vie de milliers de Congolais. Ayant perdu l'avantage, Bosco Ntaganda, qui était encore quelques mois plus tôt officier supérieur dans les FARDC et sous le coup d'un mandat d'arrêt international, a préféré se livrer à la cour pénale de la Haye où il a comparu pour la première fois ce 26 mars. De l'autre côté, des faits sécuritaires tout aussi inquiétants, l'attaque de Lubumbashi par un groupe de Mai Mai, Kata-Katanga, samedi 23 mars, les différents complots contre l'autorité suprême de la RDC et les institutions du pays dénoncés par le ministère de l'Intérieur et bien d'autres faits encore. Les regards sont désormais tournés vers une réforme profonde de l'armée régulière, sans laquelle la RDC restera quasi dépendante de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la paix au Congo ou alors d'une force internationale dont les contours et la mise en place restent encore une nébuleuse. Voilà, au lendemain de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, on a l'impression que les rencontres se multiplient. Hier, on parlait de Oyo, village natal de Denis Sassou Nguesso, où il y a eu quadripartite entre Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila, Yoweri Museveni et Paul Kagame notamment. Quel est votre avis là-dessus ? Je pense que cela s'intègre dans la droite ligne de l'exécution de l'application concrète de l'accord cadre du 24 février de l'année en cours. Il faudra rappeler aux téléspectateurs que cet accord cadre a donné des assignations précises à tous les États qui sont partis à cet accord pour respecter d'abord la souveraineté de la République démocratique du Congo, reconnaître l'intégrité du territoire congolais et ils ont pris l'engagement de s'abstenir de tout soutien à des mouvements qui déstabilisent la République démocratique. Vous parlez de oui, d'éléments précis. Je vais vous rappeler très brièvement le discours du président du Sénat lors de l'ouverture de la session de mars, il y a quelques jours, où il parlait de contours un peu flous, notamment en ce qui concerne l'application de cet accord cadre en République démocratique du Congo. Non, c'est regrettable, ça c'est la lecture de l'honorable Léon Kengo-Adondo. Qu'est-ce qui dénoterait d'un contour flou si de bonne foi on lisait de fond en comble l'accord cadre? Je crois que les engagements ont été clairs. Il appartient maintenant à chaque parti de pouvoir respecter ces engagements-là. Et je pense que si nous, Congo, nous tenons fort avec un sentiment de transcendance pour qu'on ne voit pas l'opposition, la majorité, parce que c'est la question du Congo, nous ferons en sorte qu'il n'y ait plus de prétexte pour déstabiliser notre pays. J'en appelle encore une fois à la capacité de transcendance de notre classe politique, qu'il n'y ait pas face à cette problématique de l'Est, de l'agression de notre pays, opposition et majorité. Et souvent, lorsque des grandes personnalités politiques comme Léon Kengo-Adondo commencent à ouvrir ces brèches-là, on en profite pour les agrandir. Il ne faut pas jouer à l'autruche non plus. Hein. Sur le plan interne, on va quand même parler de ces difficultés. Mais sur le plan externe, il y a également quelques réticences. On a vu le président Dos Santos qui a été écarté de cette rencontre d'hier. D'aucuns se demandent pourquoi. Est-ce que ce n'est pas par rapport à justement ces hésitations par rapport au respect de cet accord cadre? Il s'est dit un peu sceptique. Hein. Non, déjà, parler d'écartement du président Dos Santos, je ne pense pas. Parce qu'on aurait dû intégrer aussi Denis Sassou Nguesso dans l'autre initiative qu'il y a eu dernièrement en Angola, entre le président sud-africain, président congolais et angolais. Donc je crois que chaque réunion s'intègre dans son agenda précis. Et ici, je pense qu'ayant initié certains contacts en amont, le président Denis Sassou Nguesso avait reçu le président rwandais en son temps. Et il faut absolument ôter de tout le prétexte le président ougandais et rwandais qui ont toujours entretenu ces agressions feutrées dans notre pays. Justement, il s'agit là d'un problème de confiance aussi. Hein. Face à ces attaques récurrentes, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance en Paul Kagame, en Yoweri Museveni? En politique internationale, il n'est pas question de faire confiance et de manière béate, non, pas du tout. C'est question de bien discerner ses intérêts et de défendre ses intérêts-là. Donc, ils ont malheureusement
pris l'option de déstabiliser le Congo pour nourrir leurs intérêts, ce qui est tout à fait déloyal dans la politique. Selon Paul Kagame, la RDC est un problème pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous dites notamment de cette assertion? C'est déjà un atout, un exutoire pour... Est-ce que ça ne confirme pas justement cette instabilité quasi maladive? Non, le Rwanda a toujours pris prétexte de la situation du Congo pour nous déstabiliser davantage. Pensez-y, madame, le début de nos malheurs à l'Est, ce n'est pas les Congolais qui avaient commencé ces malheurs-là. C'est à l'issue de ce génocide de triste mémoire qui a eu lieu au Rwanda et changement de régime de manière brutale. Qu'on a vu au Congo, sous l'œil complaisant de la communauté internationale, des populations entières, toute une armée avec armes et munitions s'est déversée sur notre territoire. Puisque vous avez cité l'honorable Léon Kengo Adondo, dois-je rappeler à la mémoire collective... Ne vous acharnez pas sur lui, hein, pas du tout, qu'une allusion s'il vous plaît, au discours. Oui. Non, je n'ai pas cette propension à l'acharnement. Nous sommes en train d'échanger et d'analyser la situation sécuritaire de notre pays. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? En 1994, déjà, Léon Kengo Adondo avait alerté le monde entier pour dire que non, ça ne se passe pas, monsieur, de cette manière-là. Il était Premier ministre de cette République. Il faut prendre toutes les précautions. La complaisance de la communauté internationale que je suis en train de stigmatiser aura fait que les Interamoués de Rwandais sont rentrés chez nous. Et depuis ce temps-là... l'épine sous la plante de nos pieds, c'est cette question rwandaise. Et Paul Kagame, dans sa furie de nuisance, dans cette propension criminelle, trouve toujours des prétextes pour rentrer, attaquer notre pays et nous mettre en mal à cause de ce prétexte-là. Il ne peut donc pas dire que le Congo, c'est le Congo qui soit le problème pour l'Afrique. Au contraire, c'est le Rwanda qui est le problème pour le Congo. La passivité de la communauté internationale est également un prétexte qu'on impute à la République démocratique du Congo qui ne sait pas s'organiser, qui ne sait pas négocier valablement sa situation. Bon, c'est une appréciation de valeur. Je laisse la paternité de cette appréciation à ceux qui l'émettent. Bon gré, mal gré, nous devons aussi regarder nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes, comment nous abordons les questions sensibles de la nation. S'il y a de faiblesses, je pense que errare humano est, perseverare diabolico. Nous devons donc intégrer les erreurs de notre gouvernance pour pouvoir les corriger. Et voilà pourquoi je crois comprendre que Joseph Kabila, ayant compris cette problématique, en a appelé à tous les Congolais pour que... C'est vous qui le dites, mais depuis 10 ans, beaucoup disent son incapacité aujourd'hui à donner une sécurité à son pays. Je relativise, promis depuis 10 ans. Je relativise tout cela. Et on ne devra pas aller dans une sorte de paranoïa lorsqu'on lit la situation politique et sécuritaire de notre pays. C'est bien de juger Kabila sous cet angle-là, mais je crois qu'une évaluation sans complaisance voudrait qu'on se situe là où Joseph Kabila avait trouvé ce pays. C'était une république. Il y avait des républicains de ça et là. La partition ou la balkanisation dont nous avons si peur aujourd'hui était déjà une balkanisation de fait. Donc je crois que chacun a sa pierre à amener dans l'édification d'un grand Congo fort et prospère, et c'est à nous tous de relativiser pour dire ok, ne démantelons pas les acquis de notre évolution vers la stabilisation de notre pays. Est-ce que la multiplication de ces rencontres ne donne pas raison à ce qui pense qu'aujourd'hui Kampala aura été une conférence de trop? C'est un peu le statu quo, finalement l'accord cadre, cet accord avec le M23 qu'il faut quand même caser, ça va donner quoi? Non madame, lorsqu'on analyse la situation de notre pays qui est dans un imbroglio indicible, on devra tirer la lame de fond de toutes ces concertations-là. N'oubliez pas que la déstabilisation, la guerre, l'agression se passe au Congo. Et chaque jour qui passe, ce sont des Congolais qui sont soit massacrés, des femmes violées, nos richesses pillées, et on ne doit pas être insensible. Quel serait donc notre défi? C'est d'aller partout où la question de la paix au Congo se discute. La politique de la chaise vide ne paiera pas
en faveur du Congo. Encore que par moment, on se demande si c'est vraiment des conflits 100% congolais. Voilà, c'est cela le véritable discernement de cette problématique. Je me félicite que vous ayez cette vision, parce qu'il y a l'externalité de la crise congolaise qu'il faut absolument vider pour qu'ensemble nous disions, est-ce que dans notre marche vers la démocratie, nous avons encore des choses à améliorer. Là, c'est interne. Donc, revenons à Kampala. Moi, j'ai dit que c'était quelque chose malheur à bon, parce que pour parler de Kampala, nous avons vu, nous avons observé, même des Américains qui donnaient caution ou un chèque en blanc aux Rwandais par rapport à cette folie meurtrière. Ils ont envoyé des émissaires pour suivre ces pourparlers. Ils se sont rendus compte de l'impertinence des revendications des M23, qu'il n'y avait pas de cohérence et que finalement c'était des aventuriers qui se proposaient. L'évaluation des accords du 23 mars a quand même été faite. Hein. Vous savez maintenant comment le M23 multipliait de prétextes. Ce n'était plus l'évaluation de l'accord du 23 mars. Et même l'honorable Léon Kengo Adondo aura reconnu qu'à 75%, le gouvernement de la République aura respecté ses engagements par rapport à cet accord-là. Donc je crois que c'était de prétexte que le Rwanda a toujours multiplié, comme du temps d'AFDL. Rappelez-vous que les Rwandais sont venus dans l'escarcelle de AFDL avec des militaires, du temps du RCD, qui était aussi une fabrication made in Rwanda, pour déstabiliser, maquiller la pression. Est-ce que justement le gouvernement n'a pas été pris au piège? On rappelle quand même qu'il y a quelques mois, avant Kampala, le gouvernement avait bien précisé qu'il n'y aurait pas de négociation, aucune. Maintenant, après avoir été à Kampala, il faut bien crever là-dessus. Il faut trouver une solution. Moi, je crois comprendre. Est-ce que ce n'est pas un piège? Je crois avoir compris qu'il y avait des pressions internationales. C'est un secret de polichinelle. On voulait affubler la République démocratique du Congo à travers son gouvernement. Cette propension à phagocyter des entretiens ou des accords qui puissent ramener la paix au Congo. Donc, le Congo allait encore être inscrit au banc des accusés pour dire que non, cette déstabilisation, c'est dû aux autorités congolaises. Il fallait aller avec la logique jusqu'au bout. Voilà pourquoi la communauté internationale s'est totalement investie dans la signature de l'accord cadre. Et aujourd'hui, allons-nous en sortir gagnant? Est-ce que la République démocratique du Congo va en sortir gagnant? Ça dépend de notre dextérité en tant que peuple et surtout en tant que classe politique. Tout dépendra donc de nous. Nous avons le destin du Congo entre nos mains. Si nous-mêmes nous jouons avec ce destin, nous serons toujours dans une insignifiance d'État. Or, nous sommes dans une émission intitulée Questions d'État. Nous devons savoir comment approfondir les véritables questions essentielles de notre État pour que nous puissions sauver notre existence en tant qu'État. Et les paramètres sont connus de tous. Donc c'est à nous de nous inscrire là-dedans. Et je pense que maintenant que les masques commencent à tomber, nous devons tenir bon. Aujourd'hui, Bosco Ntaganda, pourquoi il y avait des tergiversations du Rwanda pour son transfèrement à La Haye? Et le temps que ça peut prendre, pourquoi il devrait y avoir de pourparlers entre les Américains? Mais est-ce que cette reddition, c'est vrai aujourd'hui, Sultani Makenga souffle, il est pratiquement le seul interlocuteur face au gouvernement, mais est-ce que cette reddition de Bosco Ntaganda profite à la République démocratique du Congo? Je pense, oui. Bonnet blanc, bonnet. Un chef de guerre en moins à gérer. Pour moi, Madame Bosco Ntaganda, Makenga, Kundaba Touaré et tant d'autres qui sont encore ici en train de nous infiltrer ont la même soutane. Des agresseurs et criminels contre le peuple congolais. Il faut arriver à les débusquer. Ils ne doivent pas oublier que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Crimes contre l'humanité imprescriptibles, mais la République démocratique du Congo a plutôt protégé Bosco Ntaganda, intégré et levé au rang d'officier dans les rangs de son armée. Est-ce que sur ce plan-là, il n'y a pas un certain paradoxe? Je m'attendais à cette réplique. Je crois que nous devons situer le mal au niveau de sa racine. Quid de cette intégration et infiltration de notre armée? L'erreur commune que nous aurons commise après le dialogue intercongolais, c'est d'accepter sans pouvoir isoler le bon grain de livret, accepter une réinsertion en sachant que l'armée du RCD, par exemple, était essentiellement composée de soldats rwandais. À ce moment-là, qu'est-ce que nous évitions? La stigmatisation
nous aurait-il dit que bon voilà, il y a une communauté, une certaine ethnie qu'au Congo on est en train de stigmatiser, de mettre en mal. Donc il faut protéger, comme Madeleine Albright l'avait dit du temps de Laurent Désiré Kabila, que les Tutsis constituaient la prunelle de ses yeux. Donc il fallait arriver jusqu'à démentir cette approche. En attendant, c'est du temps, c'est des populations en errance. Là, on continue à se battre, même si vous avez vu ce qui s'est passé entre les deux ailes du M23. Aussi, en attendant, question d'État oblige, c'est une armée qu'il faut reformer, il faut restructurer le système de sécurité, qu'il faut réorganiser totalement. Donc, nous ne pouvons pas faire sans le temps. Réforme des tâches de l'armée, justement, on en parle. Qu'est-ce qui manque? On en parle depuis de longs mois. Va-t-on y arriver finalement? Je l'espère fortement, parce que cela relève également de l'affirmation de notre souveraineté. Pour défendre nos frontières, pour défendre l'intégrité de notre territoire, il faut que nous arrivions à avoir une armée dissuasive pour que les différents bandits ne viennent plus en promenade de santé pour piller nos richesses et construire notamment le Rwanda avec l'argent du sang. Quels sont les préalables manquants, vous pensez? Les moyens? Non. En tout cas, pas essentiellement le moyen, c'est d'abord la transformation de nos mentalités. Et nous en avons besoin même sur le plan politique. Notre classe politique a aujourd'hui besoin de transformer la mentalité, une révolution de mentalité, pour que nous puissions plus sustenter les valeurs républicaines. Qu'est-ce qui appartient à la République? Pourquoi, même si j'ai des frustrations personnelles, quel regard je dois poser sur la République? La République doit être sacrée. C'est pour cela que dans le Front social des indépendants républicains, nous prenons plus les valeurs républicaines. La République transcende aux individus que nous sommes, et lorsque dans notre classe politique nous partagerons ces valeurs structurantes d'une véritable République, je crois que même la problématique... Dans un ministère de la citoyenneté, maintenant, hein, je crois que le travail doit être fait, on attend les résultats. Je ne suis pas membre du gouvernement, oui. Nonobstant le fait que je sois membre de la majorité. Oui. Donc je ne peux quand pas même un regard les là-dessus. actions du gouvernement. Oui, mais ça serait peut-être des options à prendre. La véritable éducation à la citoyenneté devra commencer par les libertés et droits fondamentaux des citoyens en vertu de notre Constitution. Qu'est-ce que le citoyen a à revendiquer devant le pouvoir public en tant que droit constitutionnel? Donc, avantage constitutionnel. Lisez la Constitution et vous allez voir que c'est aussi notre peuple qui ne connaît pas fondamentalement ses droits et libertés fondamentaux. Il faut que nous, partis politiques, nous puissions y pourvoir par l'éducation civique. Vous êtes plus dans la course au pouvoir qu'à l'éducation de vos partisans. Dans notre parti, madame, nous nous apaisantissons aussi sur le renforcement des capacités citoyennes. Des actions très faibles, hein, de manière générale. On voit les partis s'activer à la veille des élections, après plus rien. Bon, si vous aviez aussi des aspirations politiques, je vous aurais invité de venir visiter un peu notre parti. Je suis journaliste, je peux venir dans le cadre de mon travail. Vous auriez constaté que nous pratiquons la politique autrement dans le Front social des indépendants républicains. Ce qui est évident que nous n'avons pas toujours les moyens de notre politique. Nous sommes en train de nous organiser sans du tout nous commettre à une concurrence avec qui que ce soit. L'essentiel est que nous puissions maîtriser notre idéologie, notre projet de société, notre vision, et construire à partir de cette vision un leadership partagé pour un grand Congo véritablement juste et prospère pour tous les Congolais. Le paramètre temps, j'y tiens beaucoup chez Rubin Okende. En combien de temps peut-on s'attendre à une bonne réforme de l'armée? Bon, je ne suis pas dans le secret défense, je ne suis pas non plus dans le gouvernement. Donc je vais encore une fois, en termes de chronométrage, donner ma langue au chat. Mais est-il que si j'étais Premier ministre, j'allais adresser cette question-là de l'armée avec une programmation et de moyens et de temps pour savoir, voilà, quels sont nos objectifs, quelle est notre vision pour avoir une véritable armée républicaine, quels sont les moyens qu'il faut mobiliser pour arriver à atteindre ces objectifs. Et à ce moment-là, avec une bonne planification, on sait suivre. Malheureusement, je n'ai pas ces prérogatives pour le moment. Je préfère bien, si vous venez adhérer au Front social des indépendants républicains, que vous me donniez le véritable poids politique pour que je puisse assumer les responsabilités d'État. Finalement, nous avons créé un parti politique pour conquérir le pouvoir. C'est notre combat.
Chez Robin Okinde, aujourd'hui on parle de réforme de l'armée, mais il ne faut pas mettre de côté la donne également du renforcement de la MONUSCO évoquée ci et là. Dans la crise actuelle, le renforcement de la mission de la MONUSCO procède de la stabilisation du Congo. Rappelez-vous que... D'aucuns s'interrogent d'ailleurs sur cette dénomination stabilisation au moment où les conflits sont quand même assez... Nous ne devons pas toujours nous perdre dans la polémique sémantique. Il faut aller au fond. Quand même important, le jeu des mots. Changer la mission de la MONUSCO pour qu'elle ne soit plus une simple mission d'observation pour qu'il puisse assurer, imposer la paix. Je crois que c'est une voie de salut. On l'avait quand même évoqué au moment où ce mandat était plus ou moins changé. La majorité pensait qu'on pouvait tout à fait être d'accord avec cette dénomination. Aujourd'hui, ça nous rattrape quand même. C'est pas question de dénomination, mais jusque-là, on n'avait pas encore transformé la mission de la MONUSCO pour lui donner mandat d'imposer la paix. Espérons qu'en vertu de l'accord cadre, ça pourra être une réalité concrète et nous allons apprécier comment la MONUSCO va imposer la paix. Malheureusement, lorsque le Conseil de sécurité n'a pas encore modifié, on ne peut pas en vouloir à la MONUSCO de ne pas imposer la paix. De l'importance aussi accordée à une brigade d'intervention, une force internationale. Tout cela, c'est à cause des fragilités que nous reconnaissons, dont souffre encore notre armée. Est-ce un impératif pour arriver à une paix durable? Je pense oui, et dans l'entretemps, nous, Congolais, nous ne devrons pas tourner les pouces. Nous devrions capitaliser le temps qu'il faut pour nous doter d'une véritable armée républicaine. Donc ce n'est que juste un temps de répit, parce que les menaces de déstabilisation du pays continuent, ça et là. Ce qui s'observe au Katanga notamment, ça doit aussi nous préoccuper. Il ne faudra pas attendre qu'il y ait encore un 27 au Katanga pour se dire que c'est des menaces qui sont proférées par les ennemis de l'intégrité territoriale du Congo, de la souveraineté du Congo, ceux-là même qui avaient alimenté la sécession du Katanga en 1960. Donc il faut redouter tout ce prisme-là. Souvent, c'est le Congolais qui est pris pour le dindon de la farce et finalement, c'est notre pays qui marche à reculons au lieu d'avancer. On va parler justement de toutes ces intrusions dans les différents coins de la République, mais sinon, beaucoup de gens n'aiment pas cette expression, partage du gâteau, mais je crois qu'il faudrait vraiment en parler quand on pense qu'aujourd'hui, le M23 devrait être casé. Ce n'est pas de manière à décourager les chefs de guerre. Vous savez, nous sommes quelque peu victimes de notre propre turpitude. Nous avons confondu la pratique de la politique avec le positionnement pour le positionnement. C'est pour cela que même du temps de la Deuxième République, vous avez entendu cette rengaine de partage équitable et équilibré du pouvoir. Moi, je pense que dès lors que nous sommes engagés dans la voie démocratique, il va falloir que ceux qui jouent à l'opposition jouent réellement leur jeu pour préparer l'alternance au pouvoir un jour. Et si aujourd'hui nous nous confondons encore dans le partage équitable et équilibré de pouvoir, ma foi, qui va constituer le contre-pouvoir pour remettre le cas échéant? Ça sera un éternel recommencement. Éternel recommencement, madame. L'autorité morale, votre autorité morale, la majorité présidentielle, Joseph Kabila a parlé de cohésion nationale depuis pratiquement décembre. Là, on est fin mars, on avance vers le mois d'avril. Beaucoup s'impatientent, commencent à piétiner de colère. Est-ce que finalement, on va penser à un dialogue inclusif pour beaucoup, en tout cas, c'est ainsi que le veulent notamment les membres de l'opposition? Je l'espère fortement qu'on va y arriver, mais ceux qui rongent très mal leurs freins sont ceux qui lorgnent le partage du pouvoir. Si vraiment on veut rester dans le créneau qui a été suggéré par Joseph Kabila, président de la République, garant de la nation, on devra se dire qu'aujourd'hui nos fragilités ont également asséné un coup fatal à notre cohésion nationale. Et nous risquons de perdre notre pays lorsqu'on regarde cet acharnement à la balkanisation de notre pays. Cette balkanisation n'est pas contre Joseph Kabila seul, n'est pas contre la majorité seule, n'est pas contre une question d'intérêt national. D'intérêt national. Oui. Donc, s'il y a des patriotes de toutes les forces vives, il n'y a pas que nous. Il faudrait quand même tenir compte justement de toutes ces revendications de l'opposition. Toutes les forces vives et en intégrant aussi et surtout la diaspora.
la société civile, les confessions religieuses, les corporations de femmes qui ont beaucoup plus de valeur et de vertus à communiquer à la classe politique, à la classe dirigeante. Et je vois les jeunes dans leur dynamisme et esprit critique, parce qu'en fait, il ne faudra pas le faire dans la dentelle, il faut dire la vérité pour que tout le monde, enfin du choc des idées, puisse jaillir cette lumière. Je vais rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, la diaspora par exemple. Beaucoup aujourd'hui pensent que cette fracture, c'est quand même est devenue vraiment visible au sortir des élections, entre la diaspora, le pouvoir en place, les opposants, ce problème de légitimité, autant de questions quand même qui viennent raffermir ce flou, cette tendance à ne pas pouvoir se mettre ensemble. De mon point de vue, madame, pour adresser toutes ces questions, il faut un meilleur discernement. Si nous mettons dans un fourre-tout, nous risquons de ne rien comprendre et de patauger tous dans la confusion. Je crois que de la question de légitimité, il faut qu'on en parle. La légitimité, ça veut dire quoi? Et qui peut se targuer aujourd'hui d'être le procureur de la légitimité, sinon le peuple congolais à travers les élections? La vérité des urnes, il y a d'autres dans une certaine fixation manichéiste. Ils pensent que non, vérité des urnes, c'est pas Joseph Kabila qui aurait gagné les élections. Ma foi, est-ce qu'on a essayé de aujourd'hui se disent même qu'on ne peut plus avoir confiance en la justice. Autant de questions. C'est pour cela que je vous dis, pour éclairer les téléspectateurs sur les questions d'État, ce sont des questions fondamentales d'État. Il faudrait peut-être que nous adressions chaque question dans son environnement, dans son contexte et dans son approche. Avec notre opposition, notre classe politique prise globalement, nous avons cette manie de faire de l'amalgame sur des questions essentielles d'État en essayant plus de prêcher les uns les autres pour leur propre chapelle. Si on se place au niveau de la République, on devra à un certain moment oublier sa propre chapelle pour se verser dans la grande église qu'est la République. Donc je pense que toutes ces questions-là sont subsidiaires par rapport à la nécessité de raffermir la cohésion nationale pour que nous tous... Mais quel est le contenu de cette cohésion nationale dont on parle? Est-ce qu'il y a déjà un cahier de charge? On voit qu'on traîne un peu les pieds. Il y a eu des consultations avec Évariste Boshab, puis Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Mais finalement, quel est le cahier de charge de cette cohésion nationale? C'est tout à fait pertinent que vous posiez ou vous nous posiez cette question. Mais ma foi, lorsque je vois certains acteurs politiques dire que le chef d'État n'avait donné aucune orientation, il n'y a aucun contenu pour la concertation nationale, moi je me dis, il y a quelque part un déficit d'analyse ou d'esprit analytique. Un problème communicationnel peut-être. Lorsque déjà le chef de l'État dit qu'il y a nécessité de raffermir la cohésion nationale, c'est que lui, en garant de la nation, en vertu de l'article 69 de la Constitution, a constaté justement que notre cohésion nationale était mise en mal. C'est déjà un objet. Si tout le monde le pense, par quoi ça devrait passer? S'il attire l'attention de tous les Congolais sur les menaces de balkanisation de notre pays, il ne faudra pas dire que c'est rien, ou là c'est prêché dans le désert. Non, pas du tout. Donc, du contenu, nous avons aujourd'hui, en tant que peuple, l'exigence républicaine de regarder dans une même direction, nonobstant les divisions, les différences ou les divergences que nous pouvons avoir, parce que nous ne voulons plus de l'unanimité. Oui. Alors, du choc des idées pourra jaillir la lumière, comme j'aime bien à le répéter, dans cette concertation nationale, que ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont de la diaspora, ceux qui sont de la société civile, de confessions religieuses et j'en passe, chacun vient avec sa proposition, son idée, pour qu'ensemble nous puissions trouver un modus vivendi. Donc, Joseph Kabila n'a pas non plus voulu pécher par le dirigisme. Il donne la vision et il attend la participation de tout le monde dans cette vision-là. Qu'est-ce que vous, de l'opposition, vous dites? Aussi opposition institutionnelle et extra-parlementaire. C'est pour cela que vous aurez constaté que Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, qui est aussi par surcroît secrétaire général de la majorité, a entamé, en vertu de la mission que lui a confiée le chef de l'État, de concertation, pour que les uns et les autres donnent leur vision, déclinent leur vision. Est-ce que au sein de la majorité, il n'y aurait pas certains malaises, le fait que cela a été confié à Évariste Boshab, puis ensuite Aubin Minakou, est interprété
de plusieurs manières au sein de l'opinion. Ces malaises-là ont été dramatisés plus par l'opposition que par la majorité elle-même. Parce qu'au fait, moi je ne vois pas de mal que Évariste Beauchamp ait pris l'initiative de concerter, de consulter. On lui a arraché des mains, on lui a arraché cette initiative de manière brutale. Je pourrais vous apprendre que dans le groupe parlementaire auquel appartient le Front social des indépendants républicains, le parti dont j'assume la présidence, au lendemain déjà du 15 décembre, nous avions commencé ces cogitations. Le chef a dit ceci. Quid, quel pourrait en être le contenu? Quelle serait notre participation quant à la confection d'un cahier de charges de termes de référence? Nous l'avons fait au sein de l'ARD, qui est l'Alliance des Républicains démocrates, un groupe parlementaire qui nous met ensemble avec Athanase Matenda, Charles Mwando Simba, Christophe Lutundula, Gabriel Kyungu, Venan Chipassa et j'en passe. Qu'est-ce que ça donne, ces consultations, Chérubin Okende? Qu'est-ce que ça donne? On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Wait and see, soyons patients, et je crois comprendre que l'honorable Minakou est à la fin de consultation. Il a intégré également les points positifs qu'a glané Évariste Beauchamp et tous ceux qui ont pris l'initiative de consulter ça et là. Il a intégré le point de vue de la société civile, de l'opposition extra-parlementaire et parlementaire. Il a intégré d'autres corporations, de la diaspora, de femmes. Il a reçu les mamans, nous avons vu. Et il fait la synthèse, il rend compte au président de la République qui incessamment devra circonscrire le véritable cadre, le format, le véritable cahier de charges pour éviter un peu les digressions de ceux qui lorgnent vers une autre conférence nationale dite souveraine pour institutionnaliser. Vous pensez que c'est l'entendement du dialogue inclusif? Il faut également, par rapport au paradigme du dialogue, il y a de cela qui lorgne également le dialogue intercongolais avec un facilitateur extérieur, un Massiré bis, un dialogue intercongolais bis, avec tout ce que nous avions connu comme pesanteur. Non. Pour le moment, il s'agit d'une concertation nationale, comme je l'ai indiqué, à l'initiative et sous le leadership du président de la République. Et là, nous n'inventons rien, c'est sur pied de l'article 69 de la Constitution qui lui consacre cela. Parce que, en tant que garant de la nation, lorsqu'il constate qu'il y a le fonctionnement des institutions qui est remis en mal, la cohésion nationale, la souveraineté, l'intégrité de notre République, il est habilité à prendre des initiatives pour consolider la cohésion nationale. Voilà, on s'est apaisanti sur la situation à l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais quand même plusieurs situations assez inquiétantes. On l'a vu le samedi dernier à Lubumbashi, vous l'avez évoqué, sans oublier que il y a 2 ans, il y a quelques années, il y a eu l'attaque par exemple de l'aéroport de Luano, des situations qui restent encore à éclaircir, il faut le dire. Dans l'Ituri, quelques mouvements sont signalés dans l'Équateur, au Bas-Congo par exemple, avec l'évasion récente de prisonniers. C'est également des points à clarifier. Est-ce que ça ne porte pas quand même à penser que la sécurité est vraiment une épine dans le pied du gouvernement? Vous avez totalement raison, madame. Notre système de sécurité avait été démantelé depuis la Deuxième République finissante et il faut restaurer ce système de sécurité et de défense du pays. Nos fragilités, notamment par rapport à l'extérieur, sont dues à cela. Et tous les aventuriers de tous bords aujourd'hui commencent à se délecter de cette propension, cette volonté de vouloir toujours troubler la quiétude des Congolais parce qu'ils constatent que ces fragilités sont évidentes. Donc je pense que c'est une question fondamentale, la gestion de la res publica, que de pouvoir assurer aujourd'hui un système de sécurité et de défense beaucoup plus proactif, beaucoup plus prospectif. Il ne faudra pas attendre à ce qu'on puisse subir. Je vous ai aussi parlé de culture politique, de la révolution de mentalité. Il faudra que la classe politique, qu'il y ait concesse avec certains politiciens qui prennent plaisir à fomenter de troubles pareils pour
déstabiliser l'État. De l'autre côté, beaucoup parlent aussi de montage quand on parle de ces différents coups d'État, ces différentes présentations de criminels, réseaux, etc. pour déstabiliser les institutions. Est-ce que ça ne serait pas quelque part un jeu politique de la part de la majorité? Un jeu politique à qui ça profiterait? Parce que, au fait, moi je suis au pouvoir, vous croyez que ça me profitera que de pouvoir fomenter, faire ces montages grossiers et que mort d'homme s'en suivent? Non, madame, n'exagérons pas. Je pense que tous ceux qui fomentent ce coup-là sont des criminels. De tous bords qu'ils soient, il faut les mettre hors d'état de nuire à la République. Nous sommes très attachés aux valeurs républicaines. C'est pour cela que dans nos slogans, nous avons toujours dit que la République vaincra. Voilà, alors on va finir par parler de la Centrafrique. C'est important, une question d'État également. Ça concerne l'Afrique. C'est également des leçons à tirer pour la République démocratique du Congo et même d'autres États. Bozizé, qui n'est plus justement à son poste, qui a déserté et qu'on disait être en République démocratique du Congo, information tout de suite démentie par le gouvernement. Il serait au Cameroun, sa famille éparpillée ici et là. Quelles sont les leçons à tirer de cette aventure centrafricaine? Il faut chercher plus la stabilité de la République. Nous, en tant qu'individus, nous sommes passagers et nous devons plus avoir des institutions fortes. C'est parti d'un non-respect d'accord avec... Il y a tout cela. Il y a... au plus la voix du peuple centrafricain qu'il faut entendre, qu'il faut aussi aller à la rencontre de ces désidérata. Le cas centrafricain devra aussi nous interpeller parce que j'ai suivi le nouvel homme fort de Centrafrique. Il risque de verser dans les mêmes erreurs qui... c'est la maladie africaine, on pourrait dire... Il faut nous guérir de cette maladie, sinon l'Afrique sera toujours... Les mêmes parrains de la communauté internationale qui changent de casaque. Et la véritable émancipation de politiciens africains, c'est de guérir cette maladie. Sinon, nous aurons toujours un destin d'insignifiance en Afrique, et particulièrement en Afrique centrale. Ce qui touche à la République centrafricaine doit nous interpeller ici en République démocratique du Congo. La politique est dynamique, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, nous devons nous armer de toute la capacité des responsables d'État pour dire non, c'est pas ce schéma-là que nous devons suivre pour notre pays. Et je pense qu'en intégrant ces paramètres, la concertation nationale, appelée par Joseph Kabila, est opportune pour que nous tous, Congolais, nous puissions regarder, examiner la question de notre pays et savoir comment on peut s'en sortir, en intégrant le paramètre fondamental selon lequel les individus passeront, mais l'État, la nation, la République doit survivre aux individus. En lisant la dénomination République démocratique du Congo, beaucoup seraient pressés de répondre à la question que je vais vous poser. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, chez Ruben Okende, on peut croire en une véritable démocratie en Afrique? Non, je doute, surtout en République démocratique du Congo. Ce n'est pas à moi de poser des questions. Doit-on faire la démocratie sans des démocrates? À partir de nos partis politiques, interrogeons-nous. Combien de partis politiques ont les usages, les us, les coutumes démocratiques réellement éprouvés? C'est en fait le soubassement qui manque. Lorsque nous regardons notre classe politique, tant de l'opposition que de la majorité, ma foi, nous nous comptons au bout de doigts. Nous qui pouvons nous targuer d'être profondément... Vous pensez que vous êtes un vrai démocrate, un modèle? Je le pense, madame. Et aujourd'hui, la République est en balle de repère. Vous en êtes un? Je pense, et je m'évertue pour être vraiment un homme d'État et repère pour la jeunesse congolaise. Je m'évertue de le faire. Ça ne doit pas tomber du ciel. Chacun doit faire son examen de conscience, s'auto-flageller et pour dire, en tout cas, si j'aspire à faire de la politique, une politique qui recherche l'excellence, je ne dois pas suivre ce schéma-là parce que c'est un schéma indigne qui n'a pas su faire sortir le Congo de sa pauvreté depuis son accession. Les antivaleurs évoquées dernièrement par Robin Minakou semblent être quand même le péché chéri au sein de la majorité présidentielle, en tout cas la frange qui détient le pouvoir, l'enrichissement illicite et tout ce qui accompagne. Ces antivaleurs sont aujourd'hui presque notre dénominateur commun dans la société congolaise. Il n'y a pas que la classe politique. Voyons ce qui se passe dans la magistrature, dans nos cours et tribunaux. Voyons ce qui se passe dans nos écoles avec les enseignants. Voyons ce qui se passe
dans la société congolaise. Mais l'essentiel, c'est de ne pas plus chercher la paille qui serait dans l'œil de Madame Kibungu, mais il faut que je regarde d'abord la poutre qui est dans le mien et que je m'évertue à le déposer. Donc, nous devons changer notre communauté, notre classe politique, notre société, d'abord en nous auto-flagellant individuellement. Parce que là, on va passer de slogan en slogan, tolérance zéro, et voilà. On n'en dira pas plus. Si l'individu qui est au cœur de l'action ne prend pas lui-même la décision de pouvoir changer, c'est peine perdue qu'il voit, qu'il attende que ce soit l'autre d'abord qui change. On revient donc au changement des mentalités, culture de la citoyenneté. Chérubin Okende, on va terminer cette émission. Votre dernier mot ce soir, ça serait quoi? Je vous remercie, madame, de m'avoir donné cette opportunité d'intervenir dans une mission dont le paradigme est question d'État, et je crois que c'est fondamental. Et déjà, ça nous donne une exigence de pédagogie. Je ne peux pas intervenir dans question d'État si je ne m'estime pas être sur le créneau d'être un homme d'État digne de ce nom. Et je pense qu'à des milliers de téléspectateurs qui vous suivent, qui connaissent aussi la pertinence de toutes vos prestations, madame, nous aurons tenté de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes au cours de ces quelques minutes qui nous ont été octroyées. S'ils sont convaincus de la pertinence de nos analyses, nous leur disons merci et ça nous encourage. Pour ceux qui ne seront pas, parce que nous n'avons pas le monopole d'analyse, convaincus, nous allons continuer à déployer des efforts pour mériter de la carrure d'un véritable homme d'État en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, Chérubin Okende. Je rappelle, il est le président du FCR, Front Social des Indépendants Républicains, parti de la majorité présidentielle. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce programme. Il s'agissait donc du deuxième numéro de Questions d'État que vous suivrez sur BRT, Canal Kin, Molière et d'autres médias de la place. Je vous retrouve très bientôt pour un troisième numéro. Mesdames, Messieurs, excellente soirée chez vous.